Les stickers, aussi appelés émoticônes, sont des illustrations qui expriment un sentiment dans les discussions. Ces petites figures dynamisent un texte en ajoutant le ton à une phrase. Ils contextualisent et permettent de mieux appréhender le sens. Petits, ludiques et attractifs, ils provoquent plus d'interaction. Les stickers, c'est en quelque sorte un moyen de s'exprimer. Un moyen de s'exprimer de façon plus précise. Et le sticker, bon, selon moi, ce sont les dessins d'une manière, les dessins animés que nous aimons utiliser sur les réseaux sociaux, disons, sur le WhatsApp, le Facebook et autres. Bon, dans les discussions, lorsqu'on utilise les stickers, souvent, c'est en quelque sorte pour pouvoir exprimer de façon plus matérielle, ou bien de façon matérielle. C'est-à-dire, lorsque je veux par exemple dire à quelqu'un que je suis énervé contre toi pour ce que tu m'as fait, et peut-être je vois un sticker dans lequel la personne est en train de lancer une pierre à quelqu'un, ou bien la personne, en tout cas tout ce qui va pousser la personne à comprendre le message que je suis en train de véhiculer. Donc pour moi, les stickers, c'est juste des moyens de communication qui vont permettre à mon interlocuteur de comprendre ce que je suis en train de lui faire comprendre. Je vois que les stickers, ça nous permet surtout d'économiser notre temps, de vite avancer, de vite faire la discussion que nous sommes en train de faire sans perdre assez du temps. Il y a des publications dans lesquelles on n'a pas... Les stickers nous aident juste pour vite exprimer nos sentiments suite à une publication. Supposons, surtout si ça concerne les discussions des jeunes, il y a certains trucs que bon, on devrait dire, mais on ne peut pas le dire en audio ou en écrivant là. On peut coder un peu la discussion à travers ces stickers-là. Ça me permet aussi de ne pas trop écrire les messages. Lorsque je suis dans une discussion et j'ai envie de passer un message à quelqu'un et je ne voudrais pas peut-être beaucoup écrire, je peux toutefois utiliser un sticker pour ne pas trop me mettre à parler, écrire des messages ou bien des messages vocaux pour pouvoir me fatiguer. Il n'y a pas cette décision dans laquelle moi je vais ne pas utiliser les stickers. Il n'y a pas ça. Les stickers, en quelque sorte, je ne peux pas, parce que même dans une discussion où il n'y a pas de stickers, bon, ça ennuie. Ça ennuie parce que c'est déjà une habitude pour moi. C'est comme on le dit, l'habitude est une seconde nature. Ouais. Donc, dans une discussion, j'ai déjà pris l'habitude. Lorsque je veux parler à quelqu'un et je vois un sticker dans lequel je vois une courte vidéo où il y a une action qui se produit. Bon, je peux toutefois prendre l'action là comme une illustration de ce que je veux faire comprendre à la personne. Donc pour moi, les stickers, je pense que c'est vraiment utile parce que ça me permet beaucoup plus de mieux m'exprimer. Certains jeunes utilisant les réseaux sociaux font usage des stickers. Cet outil de communication facilite plus les échanges sur les canaux digitaux. Sur ce point, nous allons toujours accuser ce département de l'énergie, la SB2E, par son directeur qui est un blanc. Nous, on croyait que l'arrivée de ce blanc-là, il va faire quelque chose de magique, mais c'est le pipi, hein? C'est le pipi. On ne comprend plus rien. Hein? C'est des Béninois qui sont là, on a dit que ceux-là ne sont pas bons, et maintenant c'est un blanc qui est là, et ça revient au même dénominateur. Bon, ce que moi je dirais simplement, parce que le gouvernement a dit, Maria Greta, il y a des mégawatts de tout ça là, mais on ne voit rien, on ne sent rien dans la distribution de cette énergie. Donc il revient à la population maintenant de faire la sécurité pour aller chercher des panneaux solaires. Hein. Moi, je n'ai plus confiance en eux, parce qu'à tout moment, pian. À tout moment, pian, on ne comprend plus rien. Je voudrais d'abord aller vers nos autorités parce que je ne vais pas rejeter le tort sur
et le directeur ou bien les travailleurs de la SBE. Parce qu'il faudrait qu'on situe les responsabilités. Et nos gouvernants, je ne parle pas seulement du gouvernement actuel, nos gouvernants ont démissionné, ils ont été irresponsables dans la gestion de l'énergie dans notre pays. Sinon, comment concevoir que depuis 1960, qu'on continue toujours de parler de problèmes d'énergie au Bénin? Non, qu'est-ce qui ne va pas? C'est tout comme si nous n'avons pas une politique de développement. Je crois que c'est la faute à nos dirigeants. Ils n'ont pas mis les moyens suffisants, les moyens qu'il faut. C'est un problème fondamental que nous avons, l'énergie. Tant que nous n'aurons pas suffisamment d'énergie, nous ne pourrons pas aller à l'industrialisation. Il faut qu'ils comprennent ça, et d'ailleurs ils comprennent ça. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne prennent pas ça comme une priorité. Il faudrait que nos gouvernants prennent le problème de l'énergie comme une priorité. Il faut qu'ils se disent d'ici 10 ans, nous n'aurons plus de problème d'énergie au Bénin. Et ici, après 10 ans, nous allons parler de l'industrialisation. Parce que tant que les industries n'auront pas de l'énergie, du courant, ils ne pourront pas travailler à plein temps. J'ai remarqué que le coupi là, vraiment, ça crée trop de problèmes. À partir de 19h, comme ça, 19h30 là, vraiment, le coupi là, vraiment, nous sommes tous désolés. Parce que, par exemple, moi qui est ici maintenant, on fait des glaces, jus d'ananas, jus de citron, tout et tout. Et lorsqu'il y a du coupi, tout se gâte. Donc moi, je préfère que de parler à notre président, notre papa, pour dire que nous sommes des enfants pour lui, pour dire qu'il n'a qu'à nous aider. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont leurs activités sur les énergies de la SBE, même les salles de photocopie. Aujourd'hui, il y a les moulins à maïs aujourd'hui qui sont sur la SBE. Les soudeurs, beaucoup d'usines fonctionnent malgré qu'ils ont des groupes de relais. Toute leur vie, c'est sur la SBE2. Donc ça ne va pas à la SBE2. Vous allez comprendre que tout échoue. Les grandes poissonneries, malgré qu'ils ont des groupes là, ça ne suffit pas pour soulever leur chambre froide. Ça gâte des poissons, des tonnes de poissons. Même les petits appareils portables qui sont en charge et que la SBE2 coupe son courant, à son retour, ça gâte beaucoup de choses. Donc, disons, sur le plan économique, la SBE2 met beaucoup de gens en perte. Nous ne pouvons rien faire de notre propre chef. C'est pourquoi il faut encore nous te rendons gloire. C'est par cette prière adressée à Dieu que s'est ouverte la cérémonie de remise de diplôme à la 4e promotion des apprenants en phytothérapie et naturopathie au centre de traitement phytothérapeutique et naturopathie Dieu peut tout à Kpenemaou à Akpakpa sous la houlette du promoteur Jean-Louis Kodjo-Ganflet. C'est sous le regard de plusieurs chefs coutumiers et chercheurs en médecine traditionnelle que 6 élèves ont reçu leur parchemin de fin de formation. Porte-parole des récipiendaires, Modeste livre ici ses impressions. Merci bien, c'est une grande joie pour nous parce que le chemin est long, d'où nous avons quitté est un peu long. Donc aujourd'hui, nous célébrons ce parchemin avec une grande joie, une fierté et une gaieté et avec une ambiance, disons, à la clarté quand même. Moi-même, étant comme suitaire, qu'est-ce que je peux apporter à la nature? De l'autre côté aussi, également, je vous vais apporter. Mais ici, il faut aller découvrir la nature. Qu'est-ce que c'est la nature? Explorer les créatures divines et les mettre en exergue pour voir quel résultat ça va donner. Donc déjà, quand on voit ce qui est heureux sur terre, c'est comment faire pour apporter sa main réellement à la pâte. Et apporter cette main à la pâte, c'est agir sur la santé humaine. Il n'y a rien de plus précieux sur cette terre que d'aider son prochain en ce qui concerne la santé humaine. Le promoteur, lui, donne plus de détails sur la valeur de ces diplômes avant de prodiguer quelques conseils aux récipiendaires. L'événement, c'est le jour heureux pour la remise de diplôme aux 6 étudiants
qui ont suivi la formation avec mérite durant 2 ans et demi. Et c'est en ce jour que leur diplôme leur est remis aussi pour servir sur le tas ce qu'est de droit. Ce n'est pas seulement un diplôme de commissariat, ce n'est pas un diplôme de rue ou bien de maison, mais c'est un diplôme certifié par la Cour suprême béninoise pour montrer que ce que nous faisons est reconnu. Voilà. Et ça va les aider à faire quoi? N'importe où ils vont présenter ce diplôme, s'il fallait le présenter, pour montrer leur capacité dans le domaine phytothérapeutique. Et aussi pour montrer qu'ils ont appris les choses non dans le sens comme on le faisait, mais selon maintenant les techniques actuelles. Comme conseil, c'est l'humilité, l'amour du prochain, plus que l'amour de l'argent. Parce que quand on aime plus l'argent, on néglige son prochain et la vie est laissée en dérive. Alors qu'il faut aimer son prochain et l'argent suit après. Si vous pouvez faire quelque chose pour aider votre prochain, si même il s'avérait que cette personne n'a pas de l'argent et que vous avez la capacité de lui venir en aide, faites-le et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous viendra en récompense. C'est en les suppliant que le président de l'UOSMT a rappelé aux heureux du jour leur mission fondamentale. Mi vemi, nungbo yedo mi hiabe vivi, menele bayi hu gamo sowai, mi mo lo pade yedo basi, mi jali mandi yeblo, mi vemi, mi na wa gbezon, ou mi tinto holo me fi, mi na wa zon e gbeto ando no gbe, mi ma baya we toblo. Lo nunyo e do apa awe e do apa dagbe do apa gbigble ayi gbe agbe ananyo e janwe do akode kan kigba ni azan gbigble lo dile yo ho do todo ni azan gbigble lo zo me ni aje ine na ka tan dagbe lo ana igbe ma lo podo me je ma di ke me de pe mi tan na zo me mi wa so mi melo nve mi ma ka do hi afile lo nyo yin le wa toblo yero ze me de wewe fi ko de mi je mi dokodo manyonde matewa ndekon mi dike nyon wa mi toni domi hia maya on lo domi de hiablo. Prière, témoignages, remise de diplômes et louanges sont les moments clés qui ont meublé cette cérémonie. Le promoteur Kojo Jean-Louis Basidolo Bondo Amazon we no wa bono we mega. Cyril est un cultivateur de légumes dans le village d'Atabou, au sud-est du Ghana. Pour développer son entreprise, il utilise désormais Internet sur son téléphone. Techniques de plantation, informations météorologiques, il accède à de nombreux conseils grâce à une application. Lui qui plantait auparavant ses légumes selon son intuition, espère avec Internet améliorer sa production. J'adore faire des recherches sur mon téléphone. Donc quand j'ai reçu celui-ci, j'ai vu qu'il était très intelligent. Ce n'est pas compliqué d'avoir les informations que je recherche. Dans ce marché, une formation en compétences numériques est donnée à un petit groupe d'hommes et de femmes. Bien que 85% de la région subsaharienne soit couverte par des réseaux, seulement 25% des habitants les utilisent. Combler le fossé numérique est devenu une priorité au Ghana. L'accès à Internet mobile stimulerait le développement économique. À Accra, Anita dirige une entreprise de traiteurs prospères. Elle affirme que c'est grâce à son téléphone. En fait, je reçois mes commandes d'Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, ainsi que par des textos. Sans Internet, vous ne pouvez pas obtenir toutes ces demandes. Le coût d'achat d'un téléphone reste toutefois un obstacle majeur pour les commerçants. Les rues de la capitale du Congo, Kinshasa, semblaient calmes dimanche après que l'armée a déclaré avoir déjoué une tentative de coup d'État plus tôt dans la journée.
La tentative de coup d'État a eu lieu aux premières heures de dimanche au Palais de la Nation à Kinshasa. Un groupe d'hommes armés, vêtus d'uniformes militaires, a fait éruption dans le bureau du président de la RDC pour lui demander de démissionner. Mais le président Félix Tshisekedi n'était pas dans son bureau. L'armée affirme que ses soldats ont combattu et tué certains des hommes armés. La situation est désormais calme à Kinshasa, mais de nombreux habitants sont contrariés par la tentative de coup d'État. Nous devrions résoudre nos problèmes par la voie diplomatique. Changer les dirigeants par le biais d'élections est la meilleure façon de procéder. Le conseil que je donne à mes frères, à nos politiciens qui sont très avides de pouvoir, c'est qu'un coup d'État ramène le pays de nombreuses années en arrière. Comment ces hommes armés ont-ils pu pénétrer dans le bureau du président à l'insu des services de renseignement et des ministres de l'Intérieur et de la Défense? Ministre intérieur, ministre de la Défense. Nous demandons à notre système judiciaire de suivre cette affaire de près et de veiller à ce que tous ces fonctionnaires soient arrêtés. L'incident au bureau du président de la RDC s'est produit quelques heures après qu'une fusillade a éclaté à la résidence de l'ancien vice-premier ministre Vital Kamerhe. Des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur le domicile de M. Kamerhe, ce qui a incité ses gardes à riposter. 2 gardes et un assaillant sont morts dans l'affrontement. Vital Kamerhe et sa famille seraient sains et saufs. L'ancien ministre est candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. L'attaque du bureau du président de la RDC et du domicile de l'ancien ministre intervient dans le cadre d'un conflit armé qui fait rage dans l'est du pays. Les forces congolaises combattent les rebelles du M23 qui se sont emparés de vastes territoires dans la province du Nord Kivu et ont forcé plus d'1 million de personnes à fuir leur foyer depuis l'année dernière. Africa News, Kinshasa. Jacob Zuma accueilli en rockstar à Johannesburg. L'ancien président sud-africain en bataille juridique avec la commission électorale qui lui interdit de se présenter aux élections en raison de son casier judiciaire fait son grand retour. Devant des milliers de partisans, il a présenté le manifeste du MK, son nouveau parti politique. Mon plus grand problème est que nous avons trop de partis politiques. Trop. Ils sont la cause de la souffrance accrue de notre peuple. Ils prennent de l'argent des Blancs pour pouvoir siéger au Parlement. Jacob Zuma espère que son parti obtiendra plus de 65% des voix aux prochaines élections. L'objectif, modifier la Constitution et donner plus de pouvoir aux chefs traditionnels. Autre priorité, lutter contre la criminalité et la pauvreté des Noirs en Afrique du Sud. Dans la ville côtière d'El Amra, en Tunisie, des migrants originaires d'Afrique subsaharienne demandent à être relâchés pour pouvoir rejoindre l'Europe. Loin des routes principales, dans les oliveraies locales, des campements de migrants abritent environ 7000 personnes selon le bureau tunisien de l'Organisation internationale pour les migrations. Parmi elles se trouvent des Maliens. Ils ne souhaitent qu'une chose, partir. Tu es ici, tu ne travailles pas. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de bonne nourriture que tu vas manger. Il y a la vie chère ici. Tout c'est difficile ici. C'est trop chaud. Tu ne peux pas acheter de l'eau, ni shampoing. Tu ne te laves pas bien même. Tu ne peux pas te laver bien comme tu veux. Ça ne va pas. C'est trop chaud même. Donc tout ce que nous on veut, ils n'ont qu'à laisser, on va partir. Dernière étape pour de nombreux migrants, El Amra et la ville voisine de Djebeniana reflètent les conséquences de la politique migratoire tunisienne. Moins d'1 an après que le pays a négocié un pacte anti-migration avec l'Union européenne afin de mieux surveiller sa frontière maritime, la vie des migrants dans ces villes côtières est mise entre parenthèses le temps de leur transit. Donc on demande pardon à la garde nationale, il n'a qu'à nous laisser passer. Parce que dans notre pays, il y a la guerre, il y a tout, donc c'est à cause de ça qu'on est fait pour venir traverser
Donc c'est à cause de ça qu'on demande pardon pour traverser. Donc lorsqu'on est venu ici, là, nous on n'a rien fait. On est venu ici pour traverser, pour sauver notre famille aussi. Donc là où on est là, on demande pardon seulement que la garde nationale nous laisse traverser. Des centaines de Tunisiens ont défilé dans les rues de Djebeniana ce week-end, exigeant que le gouvernement tunisien expulse les migrants. Plus de 21 000 tentatives de migration par voie terrestre ou maritime ont été empêchées cette année. Des phénomènes météorologiques extrêmes font des dégâts partout dans le monde. En Afghanistan, des inondations causées par de fortes pluies ont tué au moins 50 personnes et fait des dizaines de disparus. Des milliers de maisons et des hectares de terres agricoles ont aussi été détruits, notamment dans la capitale provinciale Ferozkor. Le gouvernement taliban a appelé à des dons et à l'aide des organisations humanitaires. Même phénomène en Europe, comme ici en Allemagne, où des pluies abondantes dans le sud-ouest ont causé des inondations. À Lebar, le niveau de la rivière Till a atteint un tel niveau que les habitants ont dû être évacués de leur maison. Face à la catastrophe, les pompiers sont intervenus et ont distribué des sacs de sable pour protéger les habitations. Alors que le centre-ville de Lebar a été totalement fermé, la pluie, elle, continue de tomber. En Russie, les habitants de la région d'Omsk luttent aussi contre de graves inondations. Le niveau des rivières ne cesse de monter et plus de 2000 personnes ont été évacuées. Les secours ont construit des digues et ne cessent de pomper l'eau pour protéger les zones touchées. En Inde, des températures extrêmes frappent le nord-ouest du pays. À New Delhi, la chaleur a atteint 47 degrés Celsius. La ville a été placée en alerte météo. Les autorités ont recommandé aux habitants de rester chez eux à l'ombre. Selon les experts, la canicule devrait continuer pendant plusieurs jours. Alors que les conflits font rage dans le monde, le président de la FIFA a plaidé pour que le football soit une force d'unité. Gianni Infantino s'est exprimé vendredi lors de l'ouverture du congrès de l'instance à Bangkok, en Thaïlande. Nous disons que le football unit le monde. Mais nous savons tous que nous vivons aujourd'hui dans un monde très agressif, très divisé. Il est donc de notre responsabilité d'unir le monde. C'est notre réponse à l'agression, notre réponse à la haine, notre réponse à la guerre. Dans son discours, M. Infantino a demandé la fin d'un débat inutile sur le calendrier international qui serait surchargé selon ses critiques. Les revenus que nous générons vont à 211 pays dans le monde entier. Aucune autre organisation ne fait cela et nous le faisons avec 1 à 2% des matchs organisés dans le monde. J'espère donc que ces chiffres, que vous pouvez tous bien sûr vérifier et calculer, montrent que nous devrions probablement cesser ce débat futile, qui est vraiment inutile. Et nous concentrer sur ce que nous devons faire, sur notre mission, qui est d'organiser des événements et des compétitions et de développer le football dans le monde. En fait, 70% des membres de la FIFA n'auraient pas de football sans les ressources provenant directement de la FIFA. En 2023, les recettes de l'instance dirigeante du football s'élevaient à 1,17 milliard de dollars, dont 23% provenant des droits de retransmission télévisés.
3 corps d'otages retrouvés à Gaza par l'armée israélienne. Il s'agit de l'israélo-allemande Shani Louk, dont les images de l'enlèvement avaient fait le tour du monde. Les 2 autres corps identifiés sont ceux d'une femme de 28 ans, Amit Bouskila, et d'un homme de 56 ans, Itzhak Gelerenter. L'attaque du 7 octobre dernier a conduit à la mort de 1200 Israéliens et l'enlèvement d'environ 250 autres par les militants du Hamas. Les 3 corps retrouvés ont été remis aux médecins légistes pour une autopsie. Une fois la procédure terminée, les familles pourront récupérer les corps. En ces temps difficiles, nous sommes de tout cœur avec ces familles endeuillées. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré vouloir éliminer le Hamas et ramener tous les otages. Cette guerre menée par Israël à Gaza, qui dure depuis plus de 8 mois, a conduit au décès de plus de 35 000 Palestiniens. Des dizaines de Palestiniens déplacés rassemblés pour remplir des conteneurs d'eau. Ici, dans le nord de Mouassi, ils sont des milliers de réfugiés. Ils vivent dans des conditions désastreuses, avec peu ou pas d'accès à l'eau potable, à l'assainissement ou aux toilettes. Les souffrances sont aggravées par les fortes chaleurs en ces débuts d'été dans ce camp surpeuplé. Nous avons besoin d'eau, de nourriture, d'une vie décente. Nous voulons rentrer chez nous. Nous voulons des tentes. Nous ne trouvons rien pour vivre. Tous les pays mènent une vie décente, sauf nous. Nos enfants sont jetés dans la rue. Nous voulons tout, nous avons besoin de tout. Ces dernières semaines, des milliers de personnes ont fui la ville de Rafah, située à l'extrême sud du pays, pour se réfugier dans le nord de Mouassi, après qu'Israël a lancé une nouvelle offensive militaire. Mais le camp manque d'équipements de base. Les restrictions israéliennes et les combats en cours ont entravé les efforts humanitaires, provoquant une faim généralisée et une véritable famine dans le nord, selon l'ONU.